Ok, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Voilà comment notre présentation aurait pu commencer si on avait voulu vous vendre une formation dans l'IA ou faire un post LinkedIn et récupérer plusieurs milliers de clics dessus. La réalité est tout autre. Sur cette présentation de ce soir, vous n'allez probablement rien apprendre. La majorité des concepts et des outils dont on va parler, vous les connaissez ou vous les utilisez déjà. Cette présentation est juste un retour d'expérience, une histoire honnête de deux développeurs qui essayent d'utiliser l'IA de la manière la plus efficace possible et, pour être honnête, qui l'utilisent peut-être des moments un peu trop. Mais d'abord, qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Ghislain, Samuel, on est donc software engineer chez Sanofi depuis 6 mois. Et pour la petite histoire, on a déjà travaillé ensemble dans une vie antérieure, il y a quelques années, à l'époque où le meilleur outil pour le développeur était la code complétion de l'IDE, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, ça a pas mal changé. Et donc, on est de retour tous les deux chez Sanofi pour travailler sur un nouveau produit. Étant donné qu'on a déjà travaillé ensemble, on avait déjà des standards, des guidelines, des conventions sur lesquelles on était d'accord, sur lesquelles on s'était accordé. Et en fait, on n'a pas commencé à utiliser l'IA pour essayer de résoudre un problème de collaboration ou de travail entre nous. On a vraiment voulu utiliser l'IA de manière intensive pour être plus efficace. Alors, on n'a pas commencé à utiliser l'IA, en tout cas dans notre boulot au quotidien chez Sanofi. On l'utilisait déjà avant pour des tâches assez basiques, assez primaires, de la génération de code très simple, des recherches ou de la génération de documentation. Grosso modo, c'était pour nous faire gagner quelques minutes ou quelques minutes sur nos tâches au quotidien. Et en fait, chez Sanofi, donc on est arrivé pour travailler sur un nouveau produit, un nouveau projet. Et qui dit nouveau projet dit alors rien de révolutionnaire sur la stack technique. On est sur une application web très basique, donc un front-end, un back-end avec le back-end qui grosso modo est une API qui sert le front-end. Et qui dit nouveau projet, nouveau produit, dit beaucoup de setup, du boilerplate, des patterns qui se répètent. Voilà, je veux coder des nouveaux endpoints. On avait vu des nouveaux endpoints, des nouveaux écrans. Je vous ai dit qu'on avait déjà nos standards et nos guidelines. On savait comment faire, et donc qui dit à chaque fois nouvel écran, dit nouvel endpoint derrière, dit nouvelle API qui va chercher ou qui va modifier des données dans la base de données, des patterns qui se répètent beaucoup. Et effectivement, l'IA nous a bien aidé pour aller un peu plus vite là-dessus. Mais à un moment donné, on s'est quand même dit, OK, l'IA, ça nous aide bien, mais est-ce que l'IA ne peut pas le faire à notre place? Et donc, on s'est assis tous les trois autour d'une table, donc Ghislain, moi et notre ami Claude. Et on a commencé à essayer de lui apprendre nos façons de faire. Typiquement, on lui a dit, écoute garçon, on va coder une API ensemble, et toi, tu vas prendre des notes, et la prochaine fois, c'est toi qui le fais, et en totale autonomie. Et c'est comme ça qu'est né en fait notre premier Claude.md, notre premier fichier Claude.md partagé au sein de notre projet, avec différentes guidelines issues de nos conventions, issues du code qu'on a généré avec lui. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait assez bien. En fait, ça nous faisait gagner vachement de temps parce qu'il était capable, à partir de code qu'on lui avait montré, de régénérer des mêmes patterns, de les adapter. Et il fallait avouer quand même que c'était assez bluffant et que c'était vraiment assez cool. Ça nous a fait gagner on a eu un gain de temps assez énorme sur le setup et des petits bouts de code, des petits patterns qu'on avait l'habitude de faire. Mais c'était aussi l'arrivée des premiers problèmes. Et oui, parce qu'avec tous ces patterns, de manière empirique, on s'est dit comment on peut continuer à capitaliser sur ça. Et donc, du coup, ce premier Claude.md,
on a commencé à l'alimenter avec de plus en plus de choses. À chaque fois qu'on avait une nouvelle idée, une remarque, on s'est dit, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, utilise ci, utilise ça. En fait, très rapidement, on s'est retrouvé avec un Claude.md qui grossissait, 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 jusqu'à un moment où on avait un fichier qui est plus de 1000 lignes de contexte. Et donc, ça, forcément, avoir trop de contexte pour l'IA, c'est pas cool. Au bout d'un moment, on avait vraiment l'impression d'écrire de la documentation vraiment pour l'IA. On avait vraiment le besoin de répéter et augmenter ce contexte pour lui expliquer exactement comment fonctionner. Et donc, du coup, là, pour le coup, pas de problème encore, même si on commençait déjà à avoir les premières limites. Ensuite, on s'est dit, avec un fichier qui était grossissant, comment maintenant on peut structurer ça. Donc, on s'est dit, on va commencer par le séparer. On avait un fichier pour comment écrire un composant React ou comment utiliser le CSS, comment faire ci, comment faire ça. Donc, on a commencé à séparer le contexte, à l'alléger, de manière à ce que l'IA puisse savoir exactement ce dont elle avait besoin. Mais en lui écrivant les règles comme ça, on s'est vraiment rendu compte que de plus en plus, on avait l'impression d'avoir un autre collègue assis à notre table, et que de plus en plus, c'était pas un IA, mais un autre développeur qu'on avait avec nous, qui travaille 24 heures sur 24 et qui se plaint jamais, surtout. Un peu red flag. À partir de ça, et suite à ce découpage, sont arrivées les commandes. Et là, on s'est dit, bah, cette fois, super, maintenant, on va pouvoir automatiser certains process. J'en ai marre de créer mes pull requests à la main, ou j'ai envie que mes commits soient écrits automatiquement, que mes reviews se fassent à la demande. Donc là, en bon développeur feignant, on voulait écrire de moins en moins de choses possibles. Donc, on a grippé ça sous des commandes. Et là, vraiment, on commençait à capter toute la puissance de l'IA. On avait vraiment l'impression de ce God mode, on peut tout faire, on peut tout demander, c'est tout instantané. Et effectivement, on s'engageait sur une piste qui était de plus en plus glissante. Après ça, on a un petit peu surfé sur la mode des MCP, puisqu'on s'est dit bah, comment on peut aller encore plus loin, comment on peut automatiser. Bah, pourquoi pas utiliser le MCP Jira. Grâce à ça, on va pouvoir créer nos issues, nos subtasks, venir les consommer et de venir carrément demander à l'IA de les développer pour nous. Et puis, quand je vais devoir faire mon front, bah, par exemple, je vais aussi demander au MCP Figma de me récupérer toutes les maquettes. Comme ça, je vais pouvoir obtenir un découpage précis. Ça va être alimenté par ce qu'il y a dans mes stories, etc., etc. Et en plus, une fois que mon code est terminé, je vais faire appel au MCP Sonar. Comme ça, il va pouvoir tout me corriger, éviter la duplication, augmenter ma couverture, etc., etc. Et donc là, vraiment, c'était devenu des workflows. On fait ça, puis ça, puis ça, et on automatisait de plus en plus. L'étape d'après, c'était, bon, maintenant, j'ai mon US, ma user story. Ce que je fais, c'est que je vais lui dire, tu prends cette US, tu la développes, et tu fais ton petit truc. Mais nous, pendant ce temps-là, on n'avait rien à faire. Du coup, on s'est dit, mais comment on peut aller plus loin? Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas faire plusieurs US en même temps? Donc, c'est là où on a trouvé une solution d'utiliser les Git Workspace pour avoir des environnements isolés pour pouvoir développer en parallèle. Et donc là, vraiment, on avait l'impression d'être super productif, de pouvoir faire plein de choses en même temps et de pouvoir vraiment gagner en productivité. Mais là, c'était vraiment, pour le coup, le début de la fin, puisque un matin, on s'est réveillé et on s'est dit, développe le sprint. Oui, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais vous êtes fous? On a voulu pousser le curseur le plus loin possible et on s'est dit, pourquoi pas? Aujourd'hui, on avait de l'automatisation, nos workflows étaient prêts, on se sentait suffisamment en confiance pour se dire, on balance tout, on lui balance l'intégralité de nos US et ça y est, il va nous faire tout et nous, on a juste à prendre un café et se reposer comme ça, tranquillement. C'était pas une bonne idée. Oui, spoiler alerte, ça marche pas. Ça marche pas. Et nous qui voulions gagner en vélocité, bah, on a perdu en vélocité beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais par contre, si on avait mesuré le nombre de caractères qu'on avait tapé sur notre clavier, je pense qu'on aurait gagné vraiment, vraiment en productivité, mais ce n'était pas la bonne métrique.
Et clairement, là, vous avez senti venir le truc, un peu comme Icare, on a voulu voler un peu proche du soleil et on s'est brûlé les ailes. Le problème avec ça, c'est qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Vraiment, ça a été en fait plein de petites étapes qui sont arrivées les unes après les autres et sur lesquelles on n'a pas trop fait attention. Et en fait, la chute était brutale et arrivée brutalement, un peu en fait comme si vous essayez de bâtir les murs d'une maison avec des moellons qui sont fissurés et que vous arrivez au dernier étage, vous posez un moellon et que boum, tout tombe d'un coup. C'est un peu ce qu'on a ressenti. Et en fait, si on prend un peu de recul, tout ça s'explique. S'explique assez facilement. Le premier problème, en fait, ça a été la surconfiance qu'on a eue très rapidement avec l'IA. Alors, même si elle a grossi cette confiance, on va dire doucement, et c'était peut-être le problème, c'est que, en fait, au début, on vous l'a dit, hein, notre génération de code, elle marchait bien sur des patterns que l'IA connaissait. Et clairement, on s'est dit, mais waouh, c'est trop puissant en fait, le temps que ça nous fait gagner, c'est ouf. Donc, poussons le truc jusqu'au bout, quoi. En plus, c'est un outil qui a la hype, donc pourquoi ne pas l'utiliser? C'est clair, c'est la direction qu'il faut prendre. Et en fait, on a voulu aller beaucoup trop vite. Et en fait, comme on était surconfiant, les reviews, elles devenaient beaucoup plus légères. Et alors, c'est sûr qu'après, avec le recul, c'est facile à dire, mais c'était assez normal, étant donné que l'IA avait généré du code, donc on se disait, non mais c'est bon, le code, il est fait 10 fois de la même façon dans le projet, elle va pas se tromper la 11e fois. Donc, bon, c'est bon, ça passe, on regarde pas trop. Et c'est là, en fait, que le vrai danger arrive. Le vrai danger, c'est pas que l'IA fait des erreurs, parce qu'on sait que l'IA fait des erreurs, des hallucinations, sur l'IA, il y en a tous les jours. Des mécompréhensions aussi entre ce qu'on a voulu dire à l'IA et ce qu'elle perçoit. Donc, c'est même pas le sujet, le fait que l'IA fasse des erreurs. Le vrai sujet, c'est qu'on n'arrive pas à détecter ces erreurs-là. Et ce qui est encore plus dramatique, surtout pour l'ego, c'est quand tes collègues qui ne travaillent pas sur le même projet que toi viennent te dire « Oh, mais c'est intéressant l'approche que vous avez pris ici, mais par contre, c'est dupliqué dans 5 fichiers, vous avez fait quoi ?» Donc, les gens qui ne travaillaient pas sur le même projet que nous avaient capté des erreurs qu'avait fait l'IA, alors que nous, on n'avait rien. Donc clairement, là, on s'est dit qu'il y avait un problème au sein de l'équipe et qu'il fallait intervenir. Le second point aussi sur l'utilisation de l'IA, c'est que c'est la quantité de code que ça produit, quoi. Et c'est vrai que c'est capable de te développer une feature en quelques minutes, alors que toi, tu prendrais plusieurs jours à la faire. Donc forcément, ça génère un nombre de codes, une quantité de code qui est énorme. En plus, c'est très verbeux, ça génère une tonne de tests qui sont souvent assez superflus. Voilà. Donc, en fait, la partie développement du code ne devient pas du tout le bottleneck, mais le bottleneck, ça devient le fait de faire la review. Et si tu es un développeur consciencieux qui fait attention à ce que fait l'IA, la review, tu la fais de manière très attentive, donc ça te prend du temps. Et en plus, il y a ton peer qui doit aussi review la pull request que tu as review, la pull request qui a été générée avec l'IA et que toi tu as review. Donc il y a la review qui devient le bottleneck, qui prend beaucoup plus de temps et qui est en plus multiplié par deux. Donc au final, le temps que fait gagner l'IA n'est pas si évident que ça. Effectivement, il y a un sentiment comme quoi le temps de développement est vachement accéléré, mais le temps de mise en production d'une fonctionnalité ne l'est pas. Et enfin, peut-être le pire dans tout ça, certains pourront dire que c'est une coïncidence, mais n'empêche que ça arrive. Pendant cette expérimentation de tout le sprint, notre abonnement à l'IA a été suspendu. Donc, même pas pour des problèmes financiers, c'était plutôt des problèmes opérationnels, mais bref, il en est que on a généré une tonne de code avec l'IA. Notre abonnement avec l'IA est suspendu, on ne peut plus l'utiliser. Et on est là à se dire, qu'est-ce qu'on fait? On doit coder par nous-mêmes maintenant. Et oui, il faut le faire, parce que sinon le projet n'avance pas, on ne peut pas avoir comme ça trop d'adhérence avec l'IA. Et quand tu rentres dans le code, dans une quantité massive de code généré par l'IA,
quand tu essaies de remettre la main dessus, en fait, tu n'es plus chez toi. On a travaillé pendant 4 mois sur le projet. En quelques jours, l'IA avait flingué la code base. Les paradigmes qu'on avait définis, ils n'étaient plus là. Clairement, on s'y retrouvait vraiment très, très facilement, quoi. Et d'où la perte de vélocité assez conséquente. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, bon, ok, l'IA, c'était cool, là, ça devient plus trop marrant, donc on va revenir sur des bases un peu plus saines pour le reste de nos développements. Et oui, du coup, comme des mauvais élèves, on a tiré des conclusions de notre utilisation de l'IA. Donc, il faut être totalement honnête, hein. On n'a pas arrêté d'utiliser l'IA, on a continué à l'utiliser, mais maintenant, on passe beaucoup plus de temps à planifier. Parce que, on l'a dit, le bottleneck, c'est devenu la review. Moi, personnellement, mes journées, c'était devenu plus de 50% de temps de review. Parce qu'au final, le code a été généré super rapidement. Et après, il fallait review les PR de 50-100 fichiers des copains parce qu'il y avait 1 million de fichiers générés. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on fait, ben, effectivement, on planifie, on utilise le mode plan pour d'abord prévoir ce qu'on va faire. Et au lieu, par exemple, de faire de la review de PR, où on va passer d'une éternité, ben, on fait de la review de plan. Parce que comme ça, on se met déjà d'accord sur ce qu'on veut faire. C'est beaucoup plus rapide, ça prend quelques minutes. On se met d'accord, on fait des ajustements, on itère, et au moins on gagne énormément de temps ensuite en review. Un autre truc qui peut être aussi pas mal par rapport aux limitations, c'est ne pas utiliser le dernier agent high thinking max mode pour créer des PR ou créer des commits. Les agents, on peut les utiliser pour des tâches qui sont soit très complexes et on prend un modèle compliqué, soit on a besoin de faire des petites tâches, on prend ses petites mains, ou alors on utilise un agent pas très puissant pour pas utiliser des tokens, parce qu'en vrai, c'est aussi une vraie question. Et surtout, il y a des choses dont on a envie de rester en maîtrise, à savoir des choix architecturaux qui sont super importants, des choix techniques qui sont critiques, ou alors n'importe quoi, où on n'a pas envie de revenir dessus et se dire, OK, j'ai un peu lâché le contrôle dessus, maintenant il va falloir revenir en arrière. Du coup, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours l'IA, mais on a remis quelques petites choses en place. On s'est remis à un petit peu plus coder à la main, à créer nos PR nous-mêmes. Mais surtout, on va utiliser des outils pour planifier et nous organiser, que ce soit par exemple pour la création de user story de tâches. Maintenant, on utilise des sets d'agents, mais qui sont là pour nous aider, nous conseiller et nous accompagner, pas pour faire les choses à notre place. Il faut toujours savoir rester en contrôle. Donc du coup, là, on est moins sur fait et plus sur accompagne-moi, aide-moi à faire ce dont j'ai envie. Et du coup, quelle conclusion on tire de tout ça? Bon, déjà, effectivement, l'IA est toujours présent et va probablement l'être encore pendant un bon petit moment. Maintenant, il faut réfléchir à la façon dont on l'utilise. Parce qu'il faut se souvenir que l'IA, elle nous fait gagner beaucoup de choses, beaucoup de temps et en productivité. Elle accélère. Mais l'IA, elle peut vous accélérer dans le bon comme dans le mauvais. Donc, si avant, vous aviez une code base bordélique, ah, bravo, maintenant, vous avez une code base bordélique à l'échelle. Merci à tous. Allez, s'il y a des questions. Oui, j'ai une question par rapport à la code base un peu finale avant le cataclysme qui a été beaucoup généré par IA. Il ressemblait à quoi justement ce code-là final sur lequel vous aviez plus contrôle et qui était énorme? Quand vous avez dû remettre la tête dedans, c'était quoi? C'était beaucoup de copier-coller, des patterns bizarres. C'était quoi que vous avez vu là-dedans? Ouais. Bon. Déjà, nous, on avait fait le choix de partir avec une clean architecture, donc quelque chose qui est censé être très cadré. Et donc, sans cadrer, effectivement, c'était parti dans tous les sens. Il n'y avait plus aucune règle
de la clean qui était respectée, des classes dans tous les sens, le domaine était qui étaient dans des dossiers partagés pour que ce soit réutilisé un peu partout. Il y avait des tests vraiment qui testaient mais vraiment n'importe quoi. Ça avait pas forcément de sens. On avait mis en place des stratégies de test forcément pour pas pour tester des choses qui avaient du sens selon nous, donc plutôt que tester le comportement plutôt que l'implémentation. L'IA avait généré plein de mocks derrière pour pouvoir tester, et même des tests que nous on avait été, que nous-mêmes on avait écrit, ont été supprimés parce que l'IA avait fait quelque chose qui cassait le test et n'arrivait pas forcément à le réparer, donc on le supprime, quoi. Voilà. Merci. Merci déjà pour la présentation. Moi, la question que j'ai, c'était de savoir si vous aviez remarqué que même avec un plan, l'IA avait tendance à pas forcément toujours le respecter. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous faites maintenant, en fait, comme ça a changé? Parce qu'au départ, vous avez décrit finalement un Claude MD, par exemple, si on travaille avec Claude qui grossissait, donc j'imagine avec de plus en plus de précision. Puis finalement, on a dit, bah, ça va polluer le contexte. Je pense que c'est vrai aussi. Alors, du coup, c'était quoi la nouvelle approche finalement pour qu'on ait un plan? Je vais dire un truc tout bête, mais par exemple, moi j'ai remarqué, des fois j'ai envie de lui dire, ne code pas, mets pas de commentaires dans le code que tu génères. Une fois sur deux, j'ai beau le mettre dans mon plan, il va refaire des commentaires. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais très atomiquement, je relis à chaque fois ce qui me génère et je ne laisse pas écrire n'importe comment. Donc c'est un peu le sens de ma question. Qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être pour éviter l'hallucination ou réduire la marge de probabilité, quoi. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ouais. Je dois avouer que quand le plan est review de manière très attentive, j'en observe pas trop des hallucinations. Alors peut-être on a des règles qui sont pas très restrictives sur les commentaires, etc. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il fasse quelque chose de très qualitatif. Et là, après, c'est plutôt des règles, tu vois, de linter, d'outils un peu annexes qui vont prendre la suite. Mais je pense que, ouais, en termes de plan, j'ai pas trop de soucis. Ça n'empêche que maintenant, je suis assez attentif. En fait, je me dis toujours que avant de le lancer dans la génération de code, je dois être au courant dans ma tête de ce qui va se passer de manière très claire. Et comme ça, je peux review que les choses sur lesquelles j'ai de l'importance sur ce que j'ai géré. Voilà. Ouais, je rajouterais que surtout ce Claude.nd, effectivement, on l'a vraiment séparé et en règle. Et donc, du coup, en fonction de ce dont on a besoin, toutes les règles ne vont pas foutre le contexte. Et donc, du coup, généralement, sur des trucs syntaxiques, maintenant, il y a assez peu de revues. Je pense qu'on a suffisamment travaillé nos règles, on les a améliorées. Et je pense que là où il y a vraiment des cas où il n'a pas implémenté ce qu'on a voulu, c'est juste qu'on n'a pas été assez précis, qu'on n'a pas assez itéré avec lui, ou que nos règles ne sont pas encore assez complètes. Mais c'est vrai que force est de constater que plus on l'utilise, et moins on a de retour à faire. Voilà, deux. Alors, deux micros, deux questions. Vous avez dit que vous avez perdu le contrôle sur la code base et que le code, vous ne vous trouvez plus à la maison, vous ne comprenez plus ce qui se passe. En quoi c'est un problème si un agent de code, il peut le comprendre et que vous codez toujours avec l'IA? Ouh, très bonne question. En fait, c'est pas un problème jusqu'à ce que ça devienne un problème. Jusqu'à ce qu'il y a un truc qui ne complète plus, ou qui veut plus faire ce que tu as envie de faire, ou juste que ça marche plus du tout. Dans ce cas, une autre question. Il y a un truc qui ne compile plus. Qu'est-ce que vous faites en premier pour fixer le problème? Sur des problèmes de compilation, déjà, en fait, clairement, c'est qu'il a cherché à essayer de le résoudre et il ne l'a pas résolu.
Je pense que, personnellement, sur les problèmes de compilation, je prends la main. Et pour répondre à ta première question, je considère encore que c'est un problème de ne pas connaître la code base. Tout simplement parce que j'ai eu des expériences où l'IA n'arrivait pas à résoudre un problème. Donc, à partir de ce moment-là, même si c'est rare, il faut que je sois capable de pouvoir intervenir moi-même dessus. Et si ça me prend 2 semaines à chaque fois pour devoir recomprendre le code et ne pas faire des régressions en faisant une modification, ça passe par connaître la code base. Juste par curiosité, est-ce qu'à main levée, il y en a qui se sont dit ma code base c'est trop, je la maîtrise plus, j'ai trop codé avec l'IA et qui ont regretté? À main levée. Soyez pas timide, hein. Voilà. Oh, un peu plus. 30 avec les timides. Exactement. Ok, dans ce cas, une autre question. Vous avez dit que le bottleneck final, et donc le résumé de la présentation, c'est qu'il y a trop de code de review à faire et c'est juste intenable. On est d'accord. Est-ce que vous avez cherché des solutions pour ça? Oui, on en a trouvé une. C'était review les plans. C'était review les plans. Parce que du coup, effectivement, on passait moins de temps à essayer de comprendre tout ce qu'a fait l'IA. Et déjà, avant, on n'utilisait pas assez ce mode plan. Donc, c'était straightforward, l'IA font tout code. Et bon, soit tu essayes de comprendre et c'est un enfer, soit tu te dis, bon, ça marche, et hop, je passe. Je fais un peu, je passe au copain, etc. Donc, une première solution, c'était déjà review les plans, en faire pour comprendre, itérer, etc. et gagner du temps. Oui, et puis effectivement, si on utilise de la review d'un autre agent, ça peut être Copilot ou n'importe quoi sur GitHub. Mais on reste décisionnaire sur. La review Copilot ne se suffit pas à valider une code. Et surtout, le truc, c'est que plus tu restes en maîtrise de ta code base, moins les reviews sont douloureuses. J'ai pas une question du chat. Après toutes ces erreurs, quelle configuration d'outils et de skills gardez-vous aujourd'hui? Quelle configuration d'outils? Je pense que comme tout le monde, on a essayé de s'améliorer au fur et à mesure. On est toujours en phase d'expérimentation, on n'a rien vraiment d'arrêté. Mais aujourd'hui, on a nos rules, on a des skills, on a des agents, on a des hooks, on a un certain nombre de MCP qui sont configurés. Et aujourd'hui, c'est encore difficile de mesurer ce qui marche vraiment de ce qui ne marche pas. Donc, on fait un peu comme tout le monde, on fait des expérimentations, mais on arrive de plus en plus à aller vers un modèle qui marche sans trop de contexte, sans trop de MCP, parce qu'effectivement, là, ça va flouder le contexte et les agents sont moins efficaces. Voilà, on essaie de rester avec des trucs cadrés, qui marchent bien, bien définis, et limiter le contexte aussi. Ça aide. J'ai une dernière question avant qu'on passe au talk suivant. En quoi est-ce que ce changement de paradigme, c'est-à-dire que vous étiez un peu plus des sortes de managers d'IA que vraiment des devs avec les mains dans le code, ça fait évoluer votre perception de votre job? Elle est dure celle-là. Clairement, je pense qu'on va tendre vers une position où on devra moins être expert du langage et plus d'avoir une expertise globale. Et je pense que cette hypothèse, on peut la vérifier avec l'évolution du poste d'ingénieur full stack qu'on a aujourd'hui. Enfin, je ne dis pas que pas nous, mais qu'on voit aujourd'hui. Où avant, l'ingénieur full stack, c'était quelqu'un qui était capable de faire du code de back et front. Aujourd'hui, un ingénieur full stack, c'est quelqu'un qui est capable de faire de l'infra, de l'architecture, du back-end, du front-end, de la CI. Voilà. Je pense qu'on cherche moins une expertise au niveau du langage, mais plus vraiment une expertise de fabrication de logiciels. Et l'IA est l'outil pour nous permettre d'être meilleurs là-dedans. Merci.